Le film dont on va parler aujourd'hui est le film de tous les superlatifs. Titanesque, gigantesque, magistral, colossal. Les adjectifs ne manquent pas pour qualifier le Napoléon d'Abel Gance, un film de 7 heures, muet, en noir et blanc, qui est considéré comme l'un des monuments du cinéma français. Vous allez le voir, l'histoire autour de ce film est aussi gigantesque que le film en lui-même. C'est une œuvre qui, grâce au service public, merci service public, sera disponible sur France 5, sera diffusée sur France 5 en prime time la semaine prochaine, le 22 novembre à 21 h, puis sera disponible pendant un mois sur la plateforme. C'est donc l'occasion pour vous de vous plonger dans cette œuvre magistrale qu'est le Napoléon d'Abel Gance. Napoléon, vu par Abel Gance, inédit, vendredi soir à 21 h 05 sur France 5 et sur la plateforme France.tv. Le Napoléon d'Abel Gance est un film sorti en 1927 qui raconte l'histoire de Napoléon Bonaparte, de son enfance jusqu'à la campagne d'Italie. Donc mon objectif avec cette vidéo, c'est de vous donner 5 raisons de découvrir cette fresque absolument monumentale, parce que vous allez voir, c'est une expérience que moi j'ai eu l'occasion de vivre au cinéma avec un entracte entre les deux parties, parce que donc, le film était scindé en une première partie de 4 heures et une seconde partie de 3 heures, donc voilà, ça permettait quand même de respirer entre temps, mais pour tout vous dire, j'ai connu des films d'1 heure et demie qui me paraissaient plus longs que les 7 heures du Napoléon d'Abel Gance. Pour vous dire la maestria du long métrage. Et donc, avant d'aller plus loin, moi je veux faire taire vos inquiétudes, déjà en commençant par la réticence au muet. Sauf qu'il faut pas oublier que c'est pas parce qu'un film est muet qu'il n'y a pas de dialogue. Ici, dans le film, comme dans tous les films muets en fait, les dialogues s'affichent sur des cartons. Et donc il y a un point moi, qui m'intéresse particulièrement ces cartons-là, c'est que ils sont scindés en 2 catégories. La première catégorie, c'est sur les citations tirées de l'histoire, ou en tout cas qui s'inspirent de dialogues réels, et là on a une petite note en bas d'écran qui nous dit que c'est une citation historique, et puis les autres dialogues qui eux vraiment émanent de la fiction. Et même dans ces cartons donc, qui représentent les phrases prononcées par les personnages, Abel Gance parvient à insuffler du dynamisme, comme lors de cette scène du Conseil de guerre qui réunit plusieurs nationalités différentes, et Abel Gance va superposer les répliques dans ce même carton pour montrer la confusion et le fait que voilà, les voix se superposent, que finalement tout le monde se parle les uns par-dessus les autres. Deuxième chose, c'est une fresque historique, il y a donc beaucoup de personnages, mais c'est pas pour autant qu'on est perdu. C'est pas parce qu'on n'entend pas leur voix que on ne parvient pas à distinguer qui est qui. Ou même, c'est pas pour autant qu'on nous présente, vous savez, des personnages comme ça, qu'on les lâche dans la nature sans nous dire qui ils sont. En l'occurrence, les personnages sont également introduits par des cartons avec style, et là je vous mets l'apparition, qui pour moi est l'une des meilleures scènes du film, l'apparition du personnage de Robespierre qui arrive avec ses lunettes de soleil, qui le retire au ralenti, et comme vous le voyez, c'est un film qui est étonnamment moderne pour son époque, notamment d'un point de vue technique, à travers l'usage de la couleur, puisque oui, le film est en noir et blanc, mais Abel Gance a peint sur les pellicules, donc a peint de façon monochrome, avec du rouge, du rose, du jaune, du bleu, selon les ambiances qu'il veut conférer. Tout ça pour vous dire que non, ce n'est pas parce que c'est un film muet en noir et blanc qu'il faut partir en courant. Voilà pour la petite partie que je voulais faire en début de vidéo, pour vous dire de ne pas partir en courant, que le film vaut vraiment la peine, et que même si vous n'êtes pas amateur de noir et blanc, que vous n'êtes pas amateur de films de patrimoine, celui-ci pourrait vous plaire. Le film pourrait vous plaire, mais le mythe qui l'entoure également. Parce que l'histoire autour du Napoléon d'Abel Gance, c'est une épopée à part entière. Notamment parce qu'il existe plus de 20 versions différentes du film. Je voulais présenter rapidement en début de vidéo. Abel Gance, à l'origine, il voulait faire une grande fresque sur la vie de Napoléon, de sa jeunesse jusqu'à l'exil à Sainte-Hélène. Sauf que voilà, son principal financeur fait faillite, et donc il doit revoir son ambition à la baisse. Enfin, ambition à la baisse, tout est relatif, hein, parce qu'en 1927, Abel Gance sort 2 versions de son film, et à un mois d'intervalle, et vous allez constater qu'on est quand même loin des durées habituelles. Donc on a la première version, la version opéra, qui elle durait 4 heures, qui tout simplement était présentée à l'Opéra Garnier en avril 1927, et puis la version Apollo, une version de 10 heures qui a été présentée au cinéma Apollo, au mois de mai en l'occurrence. Et donc c'est la version Apollo qui a été restaurée chez nous.
Vous vous en doutez, à l'époque, les distributeurs étaient quand même assez frileux pour diffuser un film de 10 heures au cinéma. C'est pourquoi ils ont demandé à Abel Gance de faire des coupes, de charcuter son montage. Et autant vous dire qu'il n'y a pas été de main morte, puisque Abel Gance a été charcuter ses copies originales du film. Je le rappelle, on utilise des bobines, des pellicules à l'époque, et donc voilà, il faut couper les pellicules, il faut les assembler. C'est pas du tout comme aujourd'hui où vous ouvrez DaVinci ou CapCut et vous faites votre montage vidéo. Là, on est quand même loin de ça, et par conséquent, Abel Gance, en faisant ses découpes au fil des années, a endommagé une partie des pellicules, et il y a des bobines voilà, qui sont perdues parce qu'en fait elles sont rayées, parce qu'elles ont été détruites par Abel Gance lui-même. Il faut comprendre qu'Abel Gance, en retravaillant sa version du film, eh bien, a été celui qui l'a charcuté le plus. Le principal destructeur de ce film, c'est Abel Gance lui-même. Et autant vous dire qu'en taillant comme ça dans la version originale, il est très difficile pour la postérité, pour nous, de restituer sa vision du film, d'autant que l'on retrouve encore des morceaux des bobines aujourd'hui. Et donc il y a plusieurs personnes qui vont essayer de s'y frotter, de reconstituer le Napoléon d'Abel Gance. Au total, on a eu 22 versions différentes, dont une produite par Claude Lelouch. Et forcément, avec autant de versions, il y a de quoi s'y perdre. Je veux dire, qu'est-ce qui résulte vraiment la vision d'Abel Gance? Qu'est-ce qui, à l'inverse, est trop éloigné de ce qu'il voulait à la base? C'est pourquoi la Cinémathèque française, en 2008, décide de tout faire arrêter. La Cinémathèque française, c'est elle qui dispose des droits d'exploitation du film en France, et elle demande d'arrêter de charcuter comme ça le long métrage, d'essayer de faire des versions, et se dit, nous on va faire notre propre version du film, une version fidèle à celle que voulait Abel Gance. Et donc pour ça, elle fait appel au chercheur Georges Mourier, qui, vous allez voir, est la personne principale vraiment ayant travaillé sur cette restauration, et lui confie la mission d'étudier toutes les pellicules du film existantes, que ce soit en France ou bien à l'étranger. Parce que oui, je vous le disais, les morceaux de pellicule, ils étaient éparpillés aux quatre coins du globe. Il y en a qui ont été retrouvés à New York, à Rome. Au total, Georges Mourier et son équipe ont étudié 300 km de pellicules. C'est pour vous dire, en sachant qu'il y en a encore probablement d'autres qui sont dans la nature, probablement une partie du film qu'on ne retrouvera jamais. C'est un travail de restauration monumental qui s'annonce pour lui, qui s'engage. Il faut imaginer Georges Mourier face à 300 km de pellicule à essayer de reconstituer la version originale d'Abel Gance. Alors heureusement, Georges Mourier n'était pas seul, il était accompagné par son assistante monteuse, Laure Marchot, qui elle a examiné à la loupe les marges des pellicules pour voir les indications laissées par Abel Gance. C'est voilà, un peu comme les numéros, vous voyez, qu'il y avait sur les pellicules, et donc qui indiqueraient l'ordre des plans, et à partir de ça, elle essaie vraiment de reconstituer le montage comme lui l'aurait voulu. Sauf que c'est vite fini, parce qu'une fois que le film est remis dans l'ordre voulu par Abel Gance, il faut numériser le film, le faire passer en version digitalisée pour qu'on puisse le projeter. Ce qui passe par notamment enlever les rayures sur la pellicule. Il faut imaginer un coup d'ongle, un ciseau qui a dérapé et qui suffit à rayer le visage d'un personnage. Il y a ça à prendre en compte, l'étalonnage aussi, autrement dit harmoniser la couleur, harmoniser la lumière. Ce travail de restauration dans son intégralité, il a duré 16 ans. Ça a coûté 4 millions d'euros et a été financé par de nombreux mécènes. Netflix, la Fondation Napoléon, les Amis de la Cinémathèque française, la SACEM, le laboratoire Éclair Classique. Beaucoup de gens se sont engagés sur cette restauration. Et il y a un point non plus que j'ai pas évoqué quand la restauration s'est terminée, une fois que le film est prêt, c'est un film muet. Et donc pour l'accompagner, il faut de la musique. À l'époque, Abel Gance avait passé commande au Suisse Arthur Honegger, mais il n'avait pas été satisfait de ce qu'il avait proposé Honegger. Pour la restauration 2024, la Cinémathèque française a fait appel à Simon Cloquet à la Folie, qui a réarrangé en fait des morceaux déjà existants, des morceaux de musique classique en fait, qui étaient peu connus. Donc voilà, il est parti de morceaux peu connus, il les a retravaillés, en livrant une partition de 1500 pages. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'en partant de morceaux que les spectateurs ne connaissent pas, ça fait qu'en tant que spectateur, tu as vraiment l'impression de découvrir une partition originale. Ce qui en soi est le cas, parce que je veux dire, il a vraiment
créer quelque chose de A à Z, mais à partir de morceaux déjà existants. Et donc nous on a vraiment ce sentiment d'inédit en écoutant la bande originale du film. Une bande originale qui a été interprétée par 250 musiciens issus de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, du Chœur de Radio France, ainsi que de l'Orchestre National de France. Voilà ce qu'il en est pour la partie restauration. Maintenant je vais m'attaquer au film tout de même, parce que si vous plongez dans ces 7 heures, vous allez faire face à son personnage principal, cet héros d'exception qu'est Napoléon Bonaparte. Pourquoi choisir un personnage comme Napoléon? C'est pas parce qu'Abel Gans était fan de lui ou quoi que ce soit, mais plutôt parce que Abel Gans voulait montrer ses techniques. Il voulait montrer ce qu'il était capable de faire avec ses moyens, avec les moyens de l'époque, d'un point de vue cinématographique. Et pour ça, il s'est dit qu'il n'y avait rien de mieux que de choisir une figure aussi magistrale que Napoléon. Il y a un petit côté assez égocentrique quand même là-dedans. Et en effet, on réalise rapidement que la technique est au cœur du film, puisque Napoléon Bonaparte, il y a des moments où il n'apparaît pas pendant plusieurs dizaines de minutes. C'est un personnage qu'on découvre dès son enfance, dans la scène d'ouverture, qui est une bataille de boules de neige, qui donne à voir son côté stratège, où il dirige ses camarades, où ils sont tous habillés avec des uniformes qui ressemblent étrangement à des costumes militaires. Et donc voilà, ils se battent les uns avec les autres. Une fois qu'on le découvre adulte, c'est vrai que ce Napoléon-là a un look aussi très atypique. C'est donc Albert Dieudonné qui l'interprète dans sa version adulte, avec des cheveux qui tombent sur les épaules, une mini-frange, des yeux maquillés. On le découvre sous toutes ses facettes. On le découvre enfant, je vous le disais, on le découvre pauvre aussi, quand il rencontre Joséphine, par exemple pour la première fois, où voilà, il a été éclaboussé par une flaque d'eau, il est un genou à terre avec les chaussures disloquées, enfin... On est loin en fait de l'empereur vraiment magistral qu'on connaît. D'ailleurs on ne va pas avoir l'empereur dans le film puisque le film s'arrête au moment de la campagne d'Italie, bien avant le coup d'état. Et on le découvre aussi tendre, toujours avec Joséphine, lorsqu'il est un amoureux transvie face à elle, qu'il triture nerveusement le bout de son écharpe, qu'il joue avec le chien. Et c'est vrai que ça rappelle sa nature de jeune homme aussi qu'on a tendance à oublier, parce que ça reste un garçon qui vient à peine d'entrer dans la vie d'adulte et qui découvre les sentiments. Il y a cette scène où... Abel Gans superpose le visage de Joséphine sur un globe avec lequel Napoléon est en train de jouer et il se met voilà, à le caresser affectueusement, à l'embrasser, et là il y a un servant qui arrive et là quelqu'un arrive et lui dit mais vous embrassez Paris monsieur? Et Napoléon qui répond non j'embrasse Joséphine. C'est aussi un personnage qu'on découvre dans toute sa vulnérabilité, notamment à l'issue du siège de Toulon, où on le voit dormir sur un tambour, il est au milieu des décombres, ou bien encore lorsqu'il est dans sa cuisine avec un petit tablier noué autour de la taille à cuisiner sur son pauvre poêle, il renverse la casserole, il se brûle. Voilà, on n'est pas uniquement dans le Napoléon stratège, le Napoléon fier sur le champ de bataille, mais aussi un personnage qu'on découvre dans sa vie privée et dans son intimité. C'est un film qui se situe donc sur une période très large, notamment avec en son cœur la Révolution française. On y rencontre 3 personnages qui sont appelés les 3 dieux. Marat, dont on voit la mort par Charlotte de Corday, Danton qu'on voit aussi monter sur l'échafaud, ou bien encore Robespierre qui lui de son côté se fait accuser face à la Convention ou l'empêche même de parler. On croise aussi d'autres grandes figures de la Révolution française. Alors, moi j'appellerais ça presque du name drop, hein, parce que l'introduction des autres grandes figures, autant les 3 dieux, vraiment ils ont des introductions phénoménales, je vous avais montré l'extrait de Robespierre au début de vidéo, autant les autres personnages, c'est vrai que les scènes prennent toujours la même forme. C'est-à-dire que quelqu'un arrive, il parle ou fait quelque chose d'important. À ce moment-là, nos personnages se tournent vers lui demandent son nom, et c'est là que le personnage lâche son prénom, du name drop, lâcher un prénom vraiment. Donc par exemple, on a Murat qui deviendra plus tard maréchal de l'Empire, on a Hoche aussi qui est l'un des principaux généraux de la Révolution, je veux dire, lors des guerres de Vendée. Tous ces personnages qu'on va croiser, et c'est vrai que je vous parle des guerres de Vendée, on a aussi la Terreur, une époque où on tue à tout va, notamment
surtout du côté de la bourgeoisie à vrai dire. C'est là qu'intervient le personnage de Saint-Just, qui est le meilleur personnage du film à mes yeux et aux yeux de nombreuses personnes qui l'ont visionné. Magnifique Abel Gance, voilà, Saint-Just est joué par Abel Gance lui-même, qui est là avec sa petite boucle d'oreille et son regard pernicieux. Il y a ce moment où il évoque André Chénier, qui va être condamné à mort en fait. Saint-Just, c'est lui qui orchestre une grande partie des condamnations lors de la Révolution française, et donc il y a ce moment où il consulte son carnet, où voilà, il y a des noms dedans, et il tombe sur celui d'André Chénier. Et il dit: André Chénier, un poète, c'est inutile. À mort. C'est génial la façon dont il le dit et cette nonchalance en fait face à l'exécution, cette façon qu'il a d'envoyer les hommes à l'échafaud comme si de rien n'était, sous prétexte que voilà, André Chénier c'est un poète, ça sert à rien, allez on l'exécute. On a aussi, toujours dans le contexte de la terreur, des scènes dans les cellules où les nobles sont enfermés, dont Joséphine et son ex-mari, ce qui donne lieu à l'une des scènes les plus déchirantes de tout le long métrage, où justement un révolutionnaire arrive et demande à Beauharnais de se présenter, puisque c'est au moment de Beauharnais de monter sur l'échafaud. Sauf que voilà, les deux Beauharnais, Joséphine de Beauharnais et son mari de Beauharnais, sont tous les deux en prison. Et donc par conséquent, les deux s'avancent en se disant: mais lequel de nous deux doit monter sur l'échafaud? Et l'homme dit: mais moi peu m'importe, je veux juste la tête d'un Beauharnais, peu importe lequel. Et c'est là que l'ex-mari de Joséphine de Beauharnais se sacrifie en disant cette réplique, mais qui moi m'a brisé le cœur, en disant pour une fois je ne vous cède pas ma place. Et voilà, c'est le moment le plus déchirant du film, le moment où cet homme se sacrifie pour son ex-épouse. Bien entendu, cette place qu'occupe la Révolution française, elle est là d'un point de vue narratif, mais elle sert aussi le destin de Napoléon, dans le sens où Abel Gance raconte ces deux histoires vraiment en même temps et dresse un parallèle entre la Révolution et l'histoire de Napoléon. Il y a par exemple cette scène où on a Napoléon qui est dans la tempête, il lutte contre la tempête en pleine mer, tandis qu'une tempête d'un autre type se déchaîne à l'Assemblée alors que la terreur vient tout juste d'être proclamée. Et en fait à plusieurs reprises, voilà, le destin de Napoléon et celui de la Révolution sont mis l'un à côté de l'autre. Enfin, cinquième raison pour moi de vous faire regarder ce film, eh bien c'est pour sa technique. Pour sa technique et notamment pour une idée qu'Abel Gance a eue. Il est l'un des rares à s'en être servi et le film est resté ancré dans la mémoire notamment pour ça, c'est pour l'usage du triple écran. C'est une technique qui s'appelle la polyvision, qui est utilisée dans le dernier acte du film, lors de la campagne d'Italie, avec un format, alors au départ, tout au long du film en fait, on a un format de 35 mm, ratio 1:33, qui va se rétrécir de façon presque imperceptible en fait. Moi, pour tout vous dire, c'est au bout d'une dizaine de minutes que j'ai réalisé que je devais plisser les yeux pour voir ce qui se passait à l'écran, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'en fait c'est parce que l'image, sans même que je m'en rende compte, eh bien, avait été rétrécie au fur et à mesure. Si le format de 1:33 a été rétréci, c'est tout simplement parce que Abel Gance a changé de ratio. Il est passé à un ratio de 3:99 afin de mettre non pas un, mais 3 écrans, les uns à côté des autres. Ce qui est assez formidable parce que on a donc ces 3 écrans qui sont alignés pour créer un format paysage, quelque chose d'étiré tout en longueur, ce qui n'était pas possible à l'époque. À l'époque, le format c'était du 1:33, on ne pouvait pas aller au-delà. Et donc Abel Gance, lui, voulait justement quelque chose d'étiré de façon à montrer la grandeur des armées, la grandeur voilà, de cette campagne d'Italie, et pour ce faire il s'est dit que voilà, il allait filmer une scène et rassembler avec différentes caméras et rassembler les morceaux de façon à créer hop, une longue image sur l'écran. Et à l'écran, bah, c'est assez formidable parce qu'on voit les chevaux qui passent d'un écran à l'autre, la grandeur des armées alignées, et on en revient au début de la vidéo, finalement la boucle est bouclée. C'est Abel Gance qui a fait ce film pour montrer sa technique, pour montrer ce dont il était capable. Et je pense qu'il a réussi puisque 100 ans après, bah, je suis là à vous parler de ce film, à essayer de vous donner envie de découvrir cette œuvre magistrale qu'est le Napoléon d'Abel Gance. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je ne sais pas si vous serez devant votre télé, en tout cas le 22, pour découvrir ce long métrage. Comme je vous l'ai dit, il sera disponible dans tous les cas sur France TV, donc vous pouvez le regarder en plusieurs parties, il n'y a rien d'honteux à ça. 7 heures, ça peut être assez terrifiant, donc je comprends que vous vouliez couper le film. Sachez aussi qu'il sera distribué chez Potemkin Film en DVD, en l'occurrence à partir de Noël 2025. Donc on a un peu de temps encore, c'est dans un peu plus d'1 an. Mais voilà, si vous loupez la télévision, il sortira en DVD et vous pourrez le regarder à cette occasion. Sur ce, je vous dis à la prochaine.